Bonjour à toutes, je suis Alexandra Portail, ton hôte sur ce podcast. Bienvenue sur Éclosion par Hygiène de Vie podcast. Si tu es arrivé par hasard, eh bien sache que le hasard n'existe pas. Et si ce n'est pas la première fois que tu entends cette introduction, c'est que tu es fidèle au podcast et je t'en remercie. Monologues ou discussions passionnantes entre personnes passionnées, santé au naturel, bien-être féminin, nature cyclique ou encore découverte de nouvelles approches et manières de voir les choses, voilà tout ce qu'incarne ce podcast. Je te donne rendez-vous tous les mercredis matins et parfois le samedi en bonus pour un moment frais en toute simplicité et authenticité et 100% naturel. Alors abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes. Dernière chose, si tu souhaites me soutenir et contribuer à faire pérenniser ce podcast, n'hésite pas à me partager ta note, ton commentaire, bref, à le partager autour de toi pour l'aider à le faire rayonner. Prête à plonger dans ce nouvel épisode ? Je te souhaite une très belle écoute. Je reçois aujourd'hui Séverine, une femme passionnée par l'alimentation, mais pas celle que l'on prône souvent. Sa vision de l'alimentation est tout autre. La discussion que tu t'apprêtes à écouter va à la fois te faire comprendre pourquoi l'alimentation est une vraie tare que nous les femmes particulièrement nous traînons depuis un bon bout de temps, mais aussi comment remettre ton assiette à la juste place dans ta vie. Avant de te plonger dans cette conversation, je souhaiterais mettre l'une d'entre vous à l'honneur, toi qui as peut-être pris le temps de me partager ton commentaire ou ton avis sur les réseaux ou par mail, peu importe. Aujourd'hui, c'est l'instant dédicace dédié à Happy Pat qui m'a laissé son commentaire sur Instagram suite à l'écoute de l'épisode numéro 93 au sujet de l'endométriose. Et elle me dit « Merci de manière générale pour ton podcast que j'écoute attentivement. Sur ton épisode de l'alimentation et de l'endométriose, un merci spécial. Souffrant de cette maladie, il m'a fallu un coaching avec une ostéopathe et naturopathe qui m'a accompagnée. Il y a autant d'endométriose que de réactions par rapport aux aliments inflammatoires. Merci pour tes conseils et ta bienveillance. » Eh bien, merci beaucoup Happy Pat d'avoir pris le temps de me partager ton avis. Et si toi aussi qui m'écoutes, tu souhaites soutenir le podcast pour qu'il puisse rayonner davantage et toucher encore plus de femmes, eh bien n'hésite pas à le partager à tes amis, ta famille ou bien encore tes collègues. Tu peux également laisser une note 5 étoiles ainsi que ton commentaire sur la plateforme d'écoute de ton choix. Et enfin, pour contribuer de façon ponctuelle ou mensuelle afin que ce podcast gratuit, indépendant et sans publicité continue à t'inspirer et à te divertir, tu peux réaliser un don sur mon compte Tipeee. Le lien sera en description. Allez, assez bavardé, je te laisse rejoindre ma conversation avec Séverine. Belle écoute! Bonjour Séverine, bienvenue sur le podcast Éclosion par Hygiène de Vie. Je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode. Alors juste avant de te laisser la parole, est-ce que j'aime bien poser cette question-là à mes invités, à savoir, peux-tu me dire comment tu vas aujourd'hui, vraiment comment tu vas, c'est-à-dire pas le oui ça va qu'on a l'habitude d'entendre, mais vraiment avec toute honnêteté et authenticité, dis-moi comment tu vas. Alors bonjour d'abord, et puis je suis ravie, mais c'est un état que j'habite un peu tous les jours. Je suis ravie de pouvoir discuter, ravie de bavarder, j'adore ça, d'échanger. Donc voilà, puis il fait super beau, toutes les conditions sont réunies pour être au top, ça va super, c'est les vacances dans ma région, c'est bien. D'où tu viens? De quelle région tu viens? Je suis à Vienne, enfin pas à Vienne exactement, mais dans un petit village donc au sud de Vienne, et donc dans l'Isère, pas dans la Vienne, mais dans la ville de Vienne. D'accord. Alors, pour apprendre un petit peu à te connaître, est-ce que tu pourrais nous partager un objet qui te représente? Une cuillère en bois. Pourquoi les cuillères en bois? Parce que c'est quelque chose qui se trouve dans la cuisine, que la cuisine, c'est quelque chose de très important pour moi.
aussi bien dans ma vie personnelle que dans mon travail. Voilà, c'est central un peu, donc c'est parfait. C'est un bon endroit, la cuisine en plus. Donc, Et pourquoi en bois? Il y a une raison ou pas? parce que je l'aime bien, parce qu'elle est un peu tordue. Moi, je pense à une cuillère en particulier. Voilà, elle a le manche un peu brûlé. Je l'ai garée un peu sur la plaque de cuisson. Donc voilà. Ok. Est-ce que tu pourrais maintenant nous dire trois mots qui te décrivent, trois termes, trois mots, trois adjectifs, peu importe. Le sourire, l'impatience. Hmm. Ouais, l'enthousiasme, ça va avec l'impatience. Oui, effectivement, quand on est plein d'enthousiasme, généralement, on a envie de faire plein de choses tout de suite et ne pas attendre. C'est quelque chose qui t'a toujours habité, l'impatience? Euh, oui, peut-être, certainement. D'accord. Je n'ai pas trop de souvenirs d'impatience, mais oui, c'est quelque chose qui me caractérise. Hmm. Oui, si. Ok. Tu nous as parlé, tu viens de nous évoquer le fait que l'alimentation prenait une place importante dans ta vie, notamment aussi professionnelle. Alors, peux-tu nous dire quel métier tu exerces, quelle activité tu réalises dans ta vie? Je suis diététicienne. C'est un métier que j'adore. Ça me passionne beaucoup. Euh, voilà, et j'ai envie d'en parler. J'ai envie d'en parler et pour dire ce que c'est pour moi, parce que la diététique, c'est pas un régime. Et, et voilà, et ça, j'ai envie de le dire haut et fort pour essayer de faire en sorte que les gens n'aillent pas voir un diététicien pour maigrir systématiquement. Je suis pas une sorcière qui fait maigrir ou qui dispute les gens parce qu'ils maigrissent pas. C'est pas mon travail, quoi. Et donc, du coup, comment tu définirais la diététique avec tes propres termes et comment toi tu l'exerces au final? Alors, la diététique, d'un point de vue littéral, c'est pas mes propres termes, mais ça veut dire médecine de l'hygiène de vie. Et voilà, alors comment je le vis? D'une manière intuitive, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours ressenti un lien très net entre l'alimentation et la santé. Et puis, effectivement, le fait d'avoir fait ces études et puis les lectures que je peux avoir, les formations que j'ai choisi de faire, ça montre bien ce lien vraiment très, très fort. Et voilà, et mon métier, en fait, c'est de la prévention, c'est de l'information, c'est de l'accompagnement, c'est essayer d'aider les gens à être bien dans leur alimentation, confortable physiquement et psychologiquement, mentalement, ça c'est quelque chose de très, très important. C'est d'essayer pour certaines maladies, ils se guérissent avec l'alimentation, et puis pour d'autres, c'est de vivre confortablement, le plus confortablement sa maladie. Il y a des choses qu'on ne peut pas guérir aujourd'hui, mais l'alimentation peut apporter un confort de vie supplémentaire, et voilà, mon travail, c'est ça. D'accord. Alors, par rapport à la définition que tu viens de mentionner, tu as mentionné le côté holistique. C'est souvent aussi des termes que l'on retrouve en médecine naturelle, telle que la naturopathie. Est-ce que tu aurais, comment toi tu définirais la différenciation peut-être entre la diététique et la naturopathie, si tu trouves qu'il y en a une? En tout cas, s'il y en a une, elle est petite, hein. Savoir où est-ce qu'elle se situe, où se situe la différence et la limite entre les deux, c'est difficile. Voilà, en diététique, on parle du sommeil, on parle du stress, on parle de l'activité physique, en tout cas du mouvement. Euh, En tout cas, en diététique, on prescrit pas, comme on pourrait le faire en naturopathie, des plantes et des choses comme ça. En tout cas, plantes à visée de soins. Ce serait plutôt, voilà, on recommande tel ou tel aliment parce qu'il est plus favorable à telle ou telle situation. Oui, ça peut s'approcher au final, hein, mais oui, c'est vrai que la limite entre les deux, elle est quand même ténue. On va dire que c'est un diplôme qui est reconnu et pas l'autre. Voilà. Alors, est-ce que tu pourrais aussi, peut-être pour un peu appuyer ces propos-là, nous expliquer un petit peu quel type de clientèle tu peux rencontrer? Déjà, est-ce qu'elle est majoritairement féminine ou pas? Et pour quelles problématiques ou objectifs tes clients te contactent?
Alors, j'ai une majorité de femmes, effectivement. Euh, Peut-être simplement parce qu'elles sont plus ouvertes à la conversation et aux soins à soi, aux soins de la famille, et, voilà, d'une manière générale. Mais ça n'empêche que j'ai quand même de plus en plus d'hommes. Des petits, parce que je m'occupe de l'obésité pédiatrique, j'ai été formée pour ça. Donc, je reçois des familles. J'ai pas mal de sportifs. C'est une population que j'aime bien. Euh, voilà, et puis des gens qui souffrent, on va dire, de pathologies, de surpoids, d'obésité, de diabète, des maladies de leur biologie sanguine, voilà. Ok. Et puis des gens avec des troubles du comportement alimentaire, des maladies d'ordre psychiatrique. De type anorexie mentale, boulimie, hyperphagie, par Voilà. exemple. Absolument. D'ailleurs, j'ai une petite question qui me vient en tête en parlant des troubles du comportement alimentaire. Est-ce que tu rencontres de plus en plus de personnes qui souffrent, je ne sais pas si on peut dire souffrir, mais qui présentent des traits caractéristiques de l'orthorexie? Oui, et majoritairement chez les sportifs. D'accord. Ok. À trop vouloir bien faire et dans cette visée de performance, Hmm. Ouais, donc je définis rapidement parfois ce qu'est c'est tellement rigide, c'est Ouais. orthorexie. Bah justement, voilà, pour rapidement définir ce qu'est l'orthorexie pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est la volonté de tout contrôler dans son alimentation à viser, par exemple, de performance ou de manger plus sainement. D'ailleurs, il y a beaucoup aussi, je trouve, enfin, j'ai rencontré beaucoup de personnes, même de femmes, qui pour sortir de leurs troubles du comportement alimentaire de type anorexie, boulimie ou hyperphagie, eh bien, se retrouver plutôt dans le côté orthorexie, à vouloir vraiment tout contrôler. Elle n'était plus forcément dans la restriction alimentaire, mais voulait vraiment tellement manger sain que finalement, elles avaient juste basculé sur un autre trouble qui est l'orthorexie. Donc, c'est vrai que dans le manger sainement, c'est parfois compliqué à aborder comme notion, notamment moi je sais que je me suis pas mal confrontée lors de mes études en naturopathie quand on parle d'hygiène alimentaire. Dans l'hygiène alimentaire, il y a quand même beaucoup de principes, alors qui sont à viser dit bien-être pour être en meilleure santé, donc le manger sain, mais tous ces principes finalement peuvent aussi renfermer dans un cadre trop rigide et basculer sur l'orthorexie. Oui, tout à fait. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. L'objectif aujourd'hui, ce n'était pas forcément de débattre sur la diététique et la naturopathie, mais plus sur la relation entre l'alimentation et la femme. Alors, bien entendu, il y a plein de choses qui vont pouvoir s'appliquer aux hommes et cet épisode n'a absolument pas vocation à être féministe, mais il s'avère quand même que la relation alimentation et femme il reste quand même assez prévalente dans notre société. Et pour comprendre le lien entre l'alimentation et la femme, il est important de revenir un peu en arrière et de nous replonger un peu dans nos cours d'histoire, notamment la place de la femme dans la société. Est-ce que toi, parce que je sais, je te pose une question un petit peu rhétorique, mais je sais que tu as fait ce travail un peu historique remettre un peu, pas de remettre, mais de comprendre un peu le parcours historique de la femme dans notre société. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus à ce sujet? Oui, c'est vrai. C'est un sujet que j'ai préparé pour une chronique radio que je présente et qui s'appelle Diète éthique d'ailleurs. Et donc, en fait, avant les années 70, la femme, c'était un ventre pour faire des enfants et puis pour donner du plaisir éventuellement, et puis aussi des mains pour faire le ménage. Mais en tout cas, c'était pas, on la considérait pas en tant qu'un esprit qui pouvait apporter des choses positives, des choses intéressantes en tout cas dans son foyer ou dans la société tout simplement. Et
donc voilà, dans les années 70, il y a eu un peu cette révolution dans la société française où on a commencé à vouloir gagner des libertés de toutes sortes et où la femme a commencé à jouer un rôle. Avant ça, il fallait demander la permission à son mari pour pouvoir passer le permis de conduire. Finalement, c'est pas si loin que ça. Et puis ensuite, quand voilà, il y a eu plein d'émissions pour les femmes à la télé qui ont commencé à apparaître, et c'était des émissions qui parlaient santé, de l'entretien de la maison, voilà comment s'entretenir soi, mais c'était plus des émissions, par exemple, certaines des personnes qui t'écoutent connaissent peut-être Véronique et Davina. Et c'était donc une émission qui passait à ce moment-là, et c'était de la gym tonique. Et voilà, toutes ces émissions santé, c'était comment prendre soin de soi, comment prendre soin de sa famille, comment avoir une belle peau, voilà, comment être une belle potiche, on va dire. C'est pas gentil ce que je dis, mais voilà. Et après, on a commencé à introduire dans ces émissions une partie alimentation. Et du coup, ça a semé une espèce de trouble parce qu'on a parlé alimentation dans des émissions beauté, prendre soin de soi, beauté, voilà, dans cet axe-là. Et on s'est mis à mélanger la santé et la beauté. Et voilà, et donc du coup, le fait de... Ça a vraiment semé la confusion de se dire, voilà, pour être beau, il faut être mangé comme ci, comme ça, il faut être mince. Et voilà, et ça s'est ancré beaucoup dans la tête et dans la société, dans la tête des femmes, aussi dans la tête des hommes, hein, de cette façon de suivre des conseils alimentaires pour être beau plutôt que pour être en bonne santé. Donc finalement, au départ, la femme était un ventre et un vagin, et elle a tranquillement basculé vers la femme d'être une vitrine esthétique. Je vais dire un porte-manteau. Comment ? J'allais dire un porte-manteau. Oui, c'est ça, un porte-manteau, et en paraissant jolie, et pour paraître jolie, et il fallait, enfin non, pour être en bonne santé, et pour être en bonne santé, c'est bien plus vicieux que ça en fait. On disait, mesdames, si vous voulez être en bonne santé, il faut donc être jolie, et pour être jolie, il faut perdre du poids ou faire attention à ce que vous mangez. Absolument, oui. Donc c'est très très vicieux. Et comment tu expliquerais le fait que ça a plus touché les femmes que les hommes? Parce qu'elles étaient à la maison, devant leur télé, que ces émissions-là passaient en journée, quand les hommes étaient au travail. Et voilà, elles avaient ce temps de télévision pour elles où on diffusait ces émissions dédiées aux femmes. C'est des émissions qui sont faites dédiées aux femmes. C'est aussi pour ça qu'elles sont visées, elles, plutôt que les hommes. Certainement, certains les ont vues, mais ça reste une émission dédiée aux femmes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça existe toujours et ça touche une population qui est beaucoup plus large parce qu'en fait, quand on voit sur Instagram ou sur YouTube des conseils qui viennent de personnes qui sont bodybuildées, bronzées, en maillot de bain, très très petit maillot de bain et qui donnent des conseils qui ont l'air hyper faciles. En fait, aujourd'hui, voilà, j'ai de plus en plus d'enfants qui regardent ça et qui souffrent justement d'orthorexie ou d'anorexie parce qu'ils suivent ces conseils-là. Et c'est vrai qu'on parlait d'avant, mais aujourd'hui, notamment avec les réseaux, c'est encore des messages qui sont fortement véhiculés, insigneusement, des fois inconsciemment. Mais moi, je prends l'exemple, par exemple, sur des chaînes YouTube, des YouTubeurs qui mettent en avant, qui proposent des contenus d'entraînement sportif, donc pour être en bonne santé, qui ont aussi des messages plutôt en faveur de la bonne santé, qui ne prônent pas forcément une alimentation restrictive, etc. Mais par contre, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des corps qui sont ultra secs, qui sont très dessinés, et en plus de ça, viennent aussi les fameuses vidéos une journée dans mon assiette, What I Eat in a Day, qu'on n'arrête pas de voir fleurir sur YouTube, qu'on voit aussi de plus en plus fleurir sur Instagram avec notamment l'arrivée des shorts où en 30 secondes, on se prend la journée parfaite alimentaire de notre YouTubeur ou Instagrammeur préféré qui a un aspect physique à faire rêver.
entre guillemets, hein, parce que, encore une fois, ce n'est ni la réalité et ce n'est pas forcément non plus un signe de bonne santé. Et donc, sans Ni un forcément... signe de bonheur. Et ni un signe de bonheur, effectivement. Mais le plus gros souci, c'est que ces personnes-là ne vont même pas dire il faut être au régime. Aujourd'hui, tout le monde sait que la notion de régime, c'est quelque chose de mauvais pour la santé. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que cette notion d'alimentation pour être jolie n'est plus présente. Bien au contraire, sauf que c'est tellement insidieux que je trouve que c'est encore plus néfaste parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais à scroller, comme tu le disais, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok pour les plus jeunes, à voir des personnes, des jeunes filles qui dansent en bikini avec des corps ultra secs, ultra dessinés, avec des journées d'assiettes qui sont des fois... irréalistes en fait. Et ces personnes-là ne disent pas il faut être au régime, ils disent ouais, c'est manger sainement. Et derrière, en fait, le manger sain est complètement dérivé. Et, Oui, c'est ça. C'est là que le manger sain devient de l'orthorexie et devient un trouble du ouais, comportement ouais. alimentaire. C'est déconnecté complètement de la réalité, de ses sensations corporelles. Et puis surtout, on ne se met pas en situation quand on mange, enfin en photo sur Instagram en train de manger des chips, hein, ça fait quand même moins la classe, quoi. Donc, et ça n'empêche qu'une fois que la caméra est arrêtée, je suis certaine qu'il mange du riz, des pâtes et des bonbons comme tout le monde. Mm. Et, et toi, justement, en tant que diététicienne, quand tu as une personne en face de toi qui vient pour perdre du poids, quelle est ta posture en fait? Comment tu l'accompagnes? Alors, moi, j'ai des petits exercices parce que je suis diététicienne, mais je suis aussi préparatrice mentale. Et ça, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup dans ma pratique. C'est un super outil que j'ai découvert complètement au hasard. En fait, je me suis appropriée dans le but d'aider mon mari qui est sportif de haut niveau. Et en fait, je me suis rendu compte que ces outils-là, je pouvais les utiliser pour mes patients dans la gestion des émotions, dans la gestion du stress, dans la compréhension de soi. Et donc, quand on parle de perte de poids, bah, j'essaye d'utiliser, on va dire, ce langage et ces exercices-là pour, bah, pour essayer de se comprendre soi-même, pour essayer de découdre quelque chose et partir essayer de voir sous les choses sous des perspectives un peu différentes. De se dire, OK, je vais prendre soin de moi euh, pour aller bien. Et parce que j'irai bien, alors mon poids va se réguler et va voilà, se normaliser, on va dire. J'essaye d'éviter de parler de perte, mais plutôt de gain. Qu'est-ce qu'on va gagner à prendre soin de soi plutôt que de perdre, absolument perdre du poids. Et perdre du poids, ça veut dire qu'on perd un tas de choses aussi, hein, pas que on vise une perte de gras en fait, mais quand on perd du poids, on perd plein de choses. Donc voilà, c'est des petites choses que j'essaye d'expliquer. Et puis voilà, souvent les patients savent beaucoup plus que moi en termes de comptage de calories. Il y en a plein qui me disent ah bah là, dans cette poignée de haricots, il y a tant de calories. Moi, je les regarde avec des yeux ronds, mais je ne sais même pas de quoi ils me parlent. Ça, C'est ça veut, comment? ça, ça veut tout dire en fait, hein. Ah oui, c'est. Donc voilà, j'essaye de petit à petit, au fil des consultations, de les envoyer sur un autre chemin ou de leur présenter en tout cas d'autres possibilités pour arriver vers leur objectif. Et puis surtout de remettre leur objectif dans le bon sens, un objectif réalisable en tout cas. Mm. C'est vrai, avant, quand on revient un petit peu sur l'histoire, tu nous disais que la femme, elle était à la maison, donc elle regardait justement, elle avait plus facilement accès à ces émissions qui étaient finalement dédiées pour elle, dédiées à elle. Au fur et à mesure, on le sait tous, la femme est sortie de la maison, en tout cas, a appris à travailler autrement, parce que être à la maison, c'est un travail, hein. Je ne dénigre aucun cas ça, mais voilà, a fait partie d'une société entrepreneuriale en tant que salarié ou entrepreneur, donc a pris d'autres rôles également. Pour autant, on est toujours sujette à ces troubles du comportement alimentaire, on est toujours sujette à cette recherche d'un corps parfait, d'une alimentation parfaite. Donc, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui nous suivra à tout jamais? Comment tu vois l'avenir de la femme et de l'alimentation? Je ne sais pas dire si c'est quelque chose qui nous suivra à tout jamais. En tout cas,
pour l'instant, ça nous poursuit et ça nous colle malheureusement à la peau. Et voilà, et il suffit d'allumer la télé, d'allumer la radio, d'être dans la rue et de regarder les panneaux publicitaires pour être harcelé par des questions de poids. On n'en est pas défait en tout cas, hein. J'espère qu'un jour ça changera. Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, on voit un peu dans des émissions destinées aux ados des corps de femmes qui sont un peu différents, alors qui ont été bien retouchés par la chirurgie esthétique, mais en tout cas qui sont moins filiformes que ce qu'on pouvait voir il y a quelques temps en arrière. On voit d'autres choses, d'autres corps. En revanche, ce qui défile quand même dans le milieu de la beauté sur les podiums de beauté, hein, sur les podiums de vêtements, j'ai perdu mon mot, sur les podiums de haute couture, pardon, c'est quand même des filles qui sont très, très maigres. Mm. Donc oui, pour l'instant, on n'est pas défait de ça. Voilà, ouais, c'est une maladie vraiment qui est incrustée dans la société. Et puis, voilà, on fait des publicités à la télé pour dire il faut manger 5 fruits et légumes, mais on les laisse cohabiter quand même avec des publicités pour la malbouffe, les unes derrière les autres. Et puis, des publicités pour des pseudo-régimes. Et voilà, c'est le marché du régime, de l'amincissement, c'est 4 milliards d'euros en France chaque année. Encore aujourd'hui. Oui. Donc, voilà, s'il y a autant de publicité à la télé, c'est qu'ils doivent gagner beaucoup, beaucoup de fric pour pouvoir se montrer comme ça. C'est à la fin, c'est un peu désespérant en fait, parce que je suis en train de me dire que on n'arrivera jamais à se défaire de cette obsession en fait de l'alimentation. Aujourd'hui, en fait, je me rends compte qu'on vit, enfin, même moi, hein, je suis née avec ça, des remarques sans cesse de cet aliment-là, ça fait grossir, alors que c'est un légume tout simplement, mais un légume qui est certes plus calorique, pour autant qui est très bon. Mais en fait, je suis en train de me dire que tant qu'on ne sera pas, est-ce que la solution au final, ce n'est pas de se couper de la société et de se couper de toute source d'information, parce que c'est très compliqué de passer outre ne serait-ce qu'une petite publicité, qu'une petite image qui même ne prône pas forcément l'alimentation, mais qui va inconsciemment nous imprégner une image d'un corps dit parfait. Enfin, il y a des mêmes, par exemple, c'est tout bête, mais je prends des publicités sur le parfum ou sur d'autres types de produits qui n'ont à la base absolument aucun rapport avec l'alimentation. C'est encore toujours quasiment les mêmes morphologies qu'on retrouve, en fait, les mêmes critères de beauté. C'est vrai, c'est vrai. Mais alors, tu vois, quand tu me parles de parfum, on est quand même dans un univers de beauté, d'esthétique, etc. Donc, on reste quand même là-dedans. Après, du fait de se couper de la société, bon, bien sûr, c'est pas la solution. On y est vraiment bien dans cette société, malgré tout, avec les échanges que ça peut produire. Mais c'est pour moi là que mon boulot, que ma mission de diététicienne intervient, c'est justement de donner de l'information, de dire, voilà, vous êtes informé et vous pouvez faire des choix plus conscients et vous rendre mieux compte. Pouvoir corriger le tir, ça sert à ça, l'information. Voilà, ouais, moi, c'est pour ça que je te dis, je suis ravie de pouvoir parler de mon métier et ça m'anime vraiment de pouvoir dire d'autres choses que ce qu'on attend de moi en consultation. En consultation, voilà, je veux maigrir, comment je fais? Donc, j'essaye de prendre un temps d'explication, mais malgré tout, le fait que des gens comme toi puissent me donner la parole, ça me donne cette occasion de dire, attention, la diététique, c'est pas ça, c'est pas un régime, c'est pas... Je ne suis pas une faiseuse de perte de poids, je ne prescris pas de pilule le bonheur forever. Enfin, voilà, c'est pas ça. En tout cas, si vous qui nous écoutez, vous rencontrez un diététicien ou une diététicienne qui prône ce message-là, à savoir la restriction alimentaire, par exemple, parce que des fois, la perte de poids est nécessaire pour un objectif de santé, mais c'est pas
c'est le chemin pour y aller, pour y arriver auquel il faut prêter attention. Et passer par la restriction alimentaire, de l'objectif calorique pour derrière finalement créer un autre trouble qui ne serait plus un surpoids, mais un trouble du comportement alimentaire, c'est pas forcément non plus quelque chose que l'on recherche. Et c'est vrai que il peut y avoir encore des naturopathes, des diététiciens, des nutritionnistes, même des médecins qui ont encore un message de ce type-là, en fait. Donc, c'est important, effectivement, que tu le dises, que la diététique, ce n'est pas forcément cette image qui colle à la peau de la perte de poids, des régimes draconiens. Oui, et puis surtout, on peut être en surpoids et être en bonne santé. Enfin, en surpoids par rapport à la norme. Et Oui. cette norme, est-ce qu'elle est, on va dire, physiologique ou est-ce qu'elle est plus normative, c'est-à-dire à la société? Et voilà, en fait, c'est la société qui a collé cette norme, tu es en surpoids ou tu ne l'es pas, alors qu'en fait, d'un point de vue physiologique, il vaut parfois mieux avoir 3 ou 4 kilos de plus que la théorie indiquée par l'IMC. Et souvent, on trouve des gens qui sont, enfin pas souvent, mais 90% du temps, c'est des gens qui sont en très bonne santé. Mais par contre, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a des gens qui sont complètement dans l'IMC correct et qui ne sont pas en bonne santé du tout, qui ont du cholestérol, qui ont du diabète, qui ont des troubles du comportement alimentaire, qui souffrent de carences. Ces carences, elles entraînent des problèmes de fécondité, des problèmes d'immunité, des problèmes hormonaux. Voilà, c'est pas parce qu'on a l'air mince et qu'on est en bonne santé. De toute façon, être en bonne santé, ce n'est pas lié au poids. Le poids peut être un indicateur, mais à prendre avec des pincettes, car comme tu le disais très justement, les fameuses fourchettes de normalité sociétale ne sont pas nécessairement nos seuils à nous physiologiques. C'est le cas pour le poids, c'est le cas également d'ailleurs, pour moi qui suis beaucoup axée sur le cycle féminin, la santé féminine, c'est exactement le cas aussi pour les hormones. C'est compliqué des fois d'interpréter des bilans hormonaux parce que les laboratoires nous donnent des fourchettes qui ne sont pas forcément représentatives du seuil hormonal de la personne en question. On est tous différents et du coup, c'est plutôt, quand je parlais de surpoids, c'est surpoids par rapport à son poids idéal physiologique. Oui. Et ça s'évalue en fonction effectivement des éventuels troubles de santé que l'on présente ou au contraire que l'on n'a pas, de la santé aussi émotionnelle parce que si on sent que des fois à 2-3 kilos près, ça se joue, la notion de dépression, d'anxiété, ça peut aussi être un bon indicateur. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, quand tu parles de cycle et choses comme ça, c'est voilà, parfois selon le jour du cycle où on se trouve, on peut avoir 3, 4, parfois 5 kilos chez certaines patientes de différence. Et pour autant, ce n'est pas 5 kilos de gras pris en quelques jours. C'est juste que c'est le système hormonal qui est en route et que, effectivement, en quelques jours, on peut avoir des variations de poids allant de 2, 3 jusqu'à 5 kilos chez certaines. Et ça peut mettre le moral par terre alors qu'en fait, il ne s'est rien passé. Non, c'est notamment des systèmes de rétention d'eau qui se mettent en place en fonction de notre taux hormonal. Donc, c'est totalement physiologique et au contraire, ça illustre aussi une bonne santé, le fait que notre corps fluctue en fonction de nos hormones parce que malheureusement, chez beaucoup de femmes aussi, cette fluctuation-là, elle est absente de par une absence de cycle. Et ça, tu parlais de gras. Quand on parle de cycle féminin, l'IMC n'a aucune valeur. Ce qui est important, il est important d'abord de se focaliser sur l'IMG, l'indice de masse graisseuse, parce que des femmes qui ont, par exemple, une masse graisseuse inférieure à 20%, et il y a des études qui ont montré que leur cycle était arrêté pour la plupart, ou en tout cas en fonctionnement très, très, très minime. Et donc, les soucis d'aménorrhée, notamment, ou de dérèglement ou d'irrégularité de cycle sont généralement aussi dus à des taux de masse graisseuse insuffisantes. Donc, ça, c'est important de plutôt s'intéresser au taux de masse graisseuse qu'à l'IMC. Tout à fait. C'est ce qui arrive aussi chez les… Alors, je disais tout à l'heure que j'aimais bien les sportifs, mais j'aime bien les sportives et qui parfois présentent des fractures de fatigue en pensant que c'est dû à l'exercice, alors qu'en fait, non, c'est un déficit d'œstrogène qui fragilise tout le squelette. Et voilà, à trop faire attention à leur alimentation, à se dire, il faut que j'enlève tout le gras.
En fait, elles perturbent complètement leur métabolisme, elles n'ont plus de règles et des fractures de fatigue. Alors là, on a parlé de la femme en général, un peu de son histoire et on a un peu divergé sur le marketing de la beauté et du poids. Si on revient un petit peu à toi, Séverine, quel est ton rapport avec ta relation, toi, avec l'alimentation? Peut-être quel a été ton rapport avec l'alimentation et maintenant, qu'est-ce qu'il en est? Euh, Moi, j'ai un rapport avec l'alimentation. Comme je t'ai dit, j'ai toujours vraiment senti ce lien entre l'alimentation et la santé. Alors, d'où il vient précisément, je ne sais pas, mais petite, je passais mes mercredis après-midi dans le jardin avec mes grands-parents, à les regarder ramasser des haricots. Voilà. Et puis, quand j'ai eu ma maison, des fois, j'arrivais à la maison, ma grand-mère avait attaché dans un sac plastique à la poignée de la porte des haricots tout triés que je n'avais plus qu'à cuisiner en arrivant à la maison. Voilà, j'ai toujours eu accès facilement par le jardin de mes grands-parents, par le fait de voir mes grands-mères cuisiner pour moi, enfin pour moi et pour nous. Voilà, c'était tout le temps joyeux et voilà, ma grand-mère, une des deux grand-mères était grosse et elle me disait tout le temps, mange, tu seras grosse et belle. Enfin voilà, c'est donc j'ai jamais eu ce rapport t'es gros, t'es moche. Donc voilà, c'est aujourd'hui en tant que diététicienne, je fais attention à ce que je dis à la maison quand je rapporte parfois des histoires de patients. Euh, voilà, en toute confidentialité bien sûr, mais de faire attention à ce que je dis quand mes enfants sont là. Pour pas les perturber, mais en même temps, je leur explique un peu que d'être gros, c'est pas un choix, que c'est pas la faute de la personne, que c'est parfois une maladie, c'est voilà. Donc, euh, donc non, mon rapport à l'alimentation à moi, il est plutôt bon. Et comme tout le monde, de temps en temps, je grignote. De temps en temps, je grignote des saletés. mais, mais voilà, c'est comme ça fait partie de la vie. Et en tout cas, c'est ce que j'essaye de transmettre à mes enfants, de manger avec l'esprit libre. Mm. Du coup, si je comprends bien, tu n'as jamais eu de relation conflictuelle avec ton assiette. Non. Tu as réussi, tu as été l'une des femmes à réussir à passer au travers de tout ce marketing. Écoute, j'en ai plus aujourd'hui. Alors, ce n'est pas des relations conflictuelles avec mon alimentation, mais ce serait plus des questions et puis on va dire, une peine, entre guillemets, quand je vois tout ce qui se présente à la télé, je me dis, mais mon Dieu, on n'est pas sorti de l'affaire, quoi. Ouais, c'est ça, ça peut être une relation un peu difficile, mais c'est pas à l'alimentation, c'est au message autour de l'alimentation. Hmm. Il y a aucun, tu n'as aucun aliment que tu interdis, que tu t'interdis à toi ou que tu interdis sans. Alors, je pousse le bouchon Oui. en employant le mot interdire, hein. Je sais très bien que j'imagine qu'à tes clients, tu n'emploies jamais ce mot-là, mais grosso modo, ça revient à ça. Est-ce qu'il y a des aliments quand même que tu t'interdis de consommer pour être en bonne santé? Alors, certainement, mais alors te dire quoi? Ah aussi, le truc que je ne comprends pas, c'est comment on fait pour manger des chips goût barbecue. Enfin, si vous avez envie de manger un barbecue, mangez un barbecue. Si vous avez envie de manger des chips, mangez des chips. Mais dans ma tête, c'est comme si on avait, tu sais, raclé le fond du barbecue avec une chips pour en avoir le goût. Je trouve ça, mais tellement incroyable. Et on fait des chips à goût de poulet, à goût de n'importe quoi, mais ça, c'est quelque chose qui me dépasse. Et oui, ça, je peux pas le manger parce que je peux manger des chips, je peux manger un barbecue, mais manger un truc qui n'existe pas, non, je peux pas. Et quelle est ta vision de l'alimentation industrielle et transformée? Franchement, j'ai une peine. Je peux pas mettre tout le monde dans le même panier parce que franchement, il y a des gens qui font des belles choses et qui mettent du cœur à l'ouvrage. Ouais, du cœur, c'est bien. C'est qui mettent vraiment de la bonne intention dans leur préparation. Et puis à côté de ça, il y a d'autres industries qui, elles, ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et comment elles se sont fait cet argent? Voilà, malheureusement, en détournant des lois, par exemple, on est obligé de mettre, si on met 100 grammes sur la barquette, c'est une loi, il faut qu'il y ait 100 grammes de produit. Bon, c'est pas grave, on va quand même pas mettre 100 grammes de bœuf bourguignon, hein, on met un petit peu de viande qu'on reconstitue avec des morceaux qui sont moches ou qui sont plus gras que ce qui était prévu.
Et puis, on met un petit peu de poudre d'amidon dedans parce qu'en fait, l'amidon, ça retient l'eau et donc ça va faire du poids dans la barquette. Voilà. Euh, oui, quand je vois des plats tout préparés, la tête que ça a, c'est juste infâme. Enfin, comment est-ce qu'on peut respecter les gens? Comment est-ce qu'on se respecte soi en mangeant ça? Ouais, ça me touche. Ça me touche et puis ça m'énerve. Quand, voilà, en ce moment, c'est le printemps, hein, donc il va falloir ressortir les maillots, donc le body summer et compagnie, donc il y a de la pub de partout, et donc c'est le moment de pouvoir calculer ton IMC gratuitement, tu vois ce que je veux dire, dans des barquettes gratuites, et quand tu vois ce qui arrive dans la barquette, mais je me dis, mais quelle honte, quel manque de respect, voilà, c'est faire souffrir des gens qui sont déjà en souffrance, qui cherchent une solution à leurs problèmes et qui voient dans cette proposition peut-être une solution. Hein. Quand on est, voilà, quand on est enfermé dans un problème, c'est difficile de voir la bonne solution alors qu'on nous serine toute la journée avec des propositions comme celle-là. Mais franchement, comment est-ce qu'une entreprise peut envoyer des plats comme ça à manger? C'est lamentable. Quoi. Là, ça m'énerve. C'est pas croyable. Mais ça peut m'énerver aussi, tu sais, quand voilà, mon grand-père a fait un séjour dans un EHPAD. Bon, avant l'EHPAD, il a été un peu à l'hôpital en service de gériatrie. Et quand je vois ce qui était dans son assiette, franchement, il fallait lire le menu pour savoir ce que c'était. Donc, voilà. Ça m'énerve. Pour ce qui est de l'alimentation. Oui, donc c'est plus de l'ordre du respect ou même de l'irrespect que les industriels portent aussi bien aux consommateurs qu'aux agriculteurs ou créateurs de cuisine nutritive et de qualité, plutôt que l'aspect calorique de l'alimentation industrielle. Donc, c'est intéressant de voir de quelle manière tu as répondu à cette question, parce que la première des réponses à laquelle on aurait pu s'attendre, ça aurait été de toute façon, l'alimentation industrielle, c'est pas bon pour la santé parce que c'est calorique, parce qu'il y a trop de gras, il y a trop de sel. Ça, c'est un peu la réponse, on va dire, banale qu'on voit de plus en plus. Mais tu n'as même pas mentionné ça, tu as tout de suite parlé du côté irrespectueux vis-à-vis du consommateur et vis-à-vis aussi de ces agriculteurs, par exemple, qui prennent du temps à cultiver des légumes nutritifs qui sont derrière finalement complètement négligés par les ajouts de produits chimiques et sans aucun intérêt nutritionnel, et au contraire même pourraient avoir des effets des impacts négatifs sur la santé. Ouais, c'est ça, c'est le fait d'ajouter du sucre un peu partout et certains types de sucre et certains types de graisse. Le but, en fait, c'est d'avoir une alimentation qui soit uniforme, standardisée, de créer de l'accoutumance à ce goût-là. Et ensuite, les gens ne veulent plus que ça. Donc, c'est comme ça qu'on fait de l'argent. Voilà, on produit en masse des trucs qui sont pleins d'additifs, comme tu l'as dit, et voilà. Ça, c'est désespérant, par contre. Alors, au tout début, tu nous as dit la femme est un ventre et un vagin, et puis après, elle est devenue un peu un porte-manteau. Toi, si tu avais une utopie, tu verrais la femme comment? Quelle serait la place de la femme, aussi bien dans la société que sa relation avec l'alimentation, par exemple? Moi, j'ai une phrase que j'adore qui est « vivre et laisser vivre ». Et voilà, c'est tout. Et j'aimerais ça pas que pour les femmes, pour tout le monde. C'est OK, faites ce que vous voulez, mais laissez les autres faire ce qu'ils veulent. J'ai entendu un sketch d'un humoriste qui m'a beaucoup fait rire, qui parlait des homosexuels en fait au départ et qui disait je comprends pas que des gens puissent être offusqués par le fait qu'une femme aime une autre femme ou qu'un homme aime un autre homme. C'est comme quand vous êtes au restaurant et que le type à côté commande des merguez, vous ne cliquez pas une crise parce que vous mangez végétarien. Voilà, occupez-vous de votre assiette. Ben, c'est exactement ça. Que chacun s'occupe de son assiette, ce serait bien. Pour la partager, hein, pourquoi pas, mais
Et du coup, tu as parlé de régime. Enfin, de régime, pas de régime, pas de mode alimentaire comme le végétarisme. Est-ce que tu as, toi, un avis sur la question ou des interrogations ou des mises en garde quant à ces modes alimentaires? Oui, j'aurais une mise en garde pour dire qu'un adulte, il est responsable de son alimentation, mais il est aussi responsable de l'alimentation de ses enfants. Et quand on a un enfant, il faut le faire grandir harmonieusement en respectant sa nature, c'est-à-dire qu'on est omnivore, euh, qu'on est libre de manger de tout, de ce qui nous fait envie et des choses pour lesquelles on a de l'appétence. Et que je pense que c'est pas, je pense, hein, c'est mon opinion, que c'est pas fou donc pour un parent qui serait végétarien, vegan, etc., d'appliquer cette alimentation à son enfant parce que je ne sais pas dire si c'est ce qui lui convient ou non, mais en tout cas, quand on est en période de croissance, on a des besoins en protéines notamment qui sont énormes et qui sont difficiles à couvrir quand on est un adulte végétarien, de vouloir faire couvrir ses besoins de la même manière à son enfant qui est en pleine croissance et qui n'a pas du tout les mêmes besoins. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit Oui, oui. ou voilà. Et puis, voilà, c'est ce qui est important, je pense, c'est de comprendre que, en tant que parent, puisque je suis dans ce domaine-là, que quand on s'alimente, on envoie aussi une image et un message à son enfant, mieux qu'en parlant. C'est donner l'exemple, c'est de se rendre compte que son enfant fait ce qu'on fait nous-mêmes. C'est-à-dire qu'un enfant qui est élevé avec une maman ou un papa qui est constamment au régime, il y a 95% de chances pour que cet enfant soit au régime à son tour quand il sera adulte, voire même avant. Donc voilà, c'est comme quand on est affalé dans le canapé, les pieds sur la table basse et qu'on dit à son enfant, alors qu'il peut dehors, allez, va prendre un ballon, va prendre l'air. Pour lui, c'est compliqué quand même, hein. Donc voilà, il faut commencer par soi. Alors voilà, pour ce qui est des régimes un peu différents, voilà, il faut juste avoir conscience que peut-être en modifiant son alimentation, peut-être il y a un risque de carence, alors d'être bien informé pour savoir comment on fait pour éviter ces carences-là. Tout comme des alimentations, un mode alimentaire qui serait dit omnivore, mais au final, omnivore très appauvri en produits végétaux. C'est la même chose. C'est ça le souci, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, l'espèce humaine est une espèce omnivore, mais omnivore jusqu'à ce jour voulait aussi beaucoup dire manger en excès certains produits comme des produits animaux. Or, omnivore, si on prend par exemple le singe, il consomme beaucoup de végétaux et aussi un peu de produits animaux avec des insectes, etc. Et c'est ça, alors, en à la fait. différence de nous, le singe, il ne mange pas des barquettes industrielles. Exactement. L'omnivorisme, il s'arrête peut-être ici quand même. C'est ça, c'est que, en fait, omnivore, le souci, c'est qu'aujourd'hui, omnivore, c'est manger de tout, des fois certaines choses trop en excès, d'autres pas assez présentes, et des aliments qui ne sont pas forcément toujours nutritifs. L'animal, lui, il prend ce qu'il a dans la nature. Il suit son instinct. Et oui, l'instinct, ça, nous, l'être humain, on l'a beaucoup, on l'ignore pas mal. On l'ignore beaucoup trop, oui, c'est vrai. Ouais. Et pour revenir sur l'alimentation de l'enfant, et notamment les besoins que tu mentionnais, effectivement, imposer une alimentation complètement végétalienne, par exemple, à son enfant qui est en pleine croissance, moi, je n'irai pas donner mon avis par rapport à ça, mais à contrario également, donner à son enfant, dès le plus jeune âge, du lait de vache qui n'est pas non plus un produit conçu pour l'homme à la base, là aussi, on peut se poser des questions. Donc, en fait, ça va dans les deux sens, encore une fois. Je pense qu'il faut revenir à quels sont les besoins, en fait, quels sont les besoins initiaux, primaires de l'être humain. Et après laisser, effectivement, comme tu disais très bien, se laisser vivre et laisser vivre. Oui. Mais c'est ça, d'être un peu connecté, si on peut dire, à son instinct, à ses besoins, à son intuition. Voilà, quand on a envie, entre Noël et le jour de l'an, par exemple, et qu'on s'est bien repu de choses un peu grasses et qu'on a instinctivement envie de manger de la salade verte ou des haricots, même si ce n'est pas l'époque, voilà, c'est instinctif de se dire, ah tiens, là, j'ai besoin d'autre chose. Je pense que tout le monde a pu ressentir ça.
Alors, pour terminer notre échange, Séverine, j'aurais quelques petites questions un peu signature du podcast. Oui. La première étant, comment fais-tu au quotidien pour prendre soin de toi, de ta personne, pour honorer ton corps, ta féminité? Je me maquille tous les jours, même quand je ne vais pas au travail. Voilà, je me parfume aussi tous les jours, même quand je ne sors pas. Oui, et des fois, même quand je rentre du travail et qu'il est tard, c'est-à-dire que c'est plus l'heure de se maquiller, je rentre quand même dans la salle de bain pour aller me repomponner un peu. Voilà, ça me fait plaisir et c'est déjà bien. C'est intéressant parce que on pourrait penser, notamment on a parlé beaucoup de beauté tout à l'heure, que c'est un peu superficiel et de se dire, ben, si tu t'aimes vraiment, tu n'as pas besoin de te maquiller. Mais le fait que tu le fasses alors que tu n'as pas besoin de sortir vient révéler que tu ne fais pas pour autrui. Ah non, je le fais pour moi, ça me fait plaisir, c'est un moment qui est agréable. J'adore sentir l'odeur, tu sais, du parfum quand la salle de bain est humide. C'est un petit plaisir personnel. D'accord. Est-ce que tu aurais des ressources un peu coup de cœur que tu aimerais partager à nos auditrices, que ce soit des livres, des podcasts, des vidéos ou autres types de ressources que tu aimerais conseiller? Moi, je lis beaucoup. Et donc là, j'ai lu un livre que j'ai trouvé super, qui s'appelle La fille qui voit de l'autre, ou la fille ou la femme qui voit de l'autre côté du miroir. C'est Catherine Grangeard qui a écrit ça, et donc c'est au sujet d'une jeune femme qui pense se faire poser un anneau ou avoir une chirurgie bariatrique. Donc bon, c'est une histoire qui est romancée autour de ça, mais elle explique énormément de choses sur son ressenti depuis qu'elle est toute petite, au sujet de son poids. Et j'ai trouvé cette histoire géniale et elle fait prendre conscience de plein de choses. Voilà, ça m'a beaucoup plu. Et puis autrement, je regarde pas mal, alors je le regarde en podcast, une émission qui passe sur Teva, qui s'appelle Piquante, voilà, qui m'amuse beaucoup. J'y trouve plein de sujets, c'est des femmes qui parlent entre elles, et voilà, je trouve ça super intéressant. Piquante? Piquante, oui, piquante. D'accord. Ah, je ne connaissais pas. Je le rajoute à mes listes d'épisodes de podcasts à découvrir. Voilà. Et tu as également tu parlais d'une chronique tout à l'heure, tu tiens une chronique, c'est ça? Oui, tout à fait. Une fois par mois, j'ai une chronique qui s'appelle donc Diète éthique en 2 mots. J'y tiens beaucoup. Et donc, c'est dans une émission de radio, d'une radio locale, donc à côté de chez moi, à Vienne, qui s'appelle Croc Radio. Donc, c'est 89,5 FM. Et voilà, et j'ai le micro rien que pour moi pendant 20 minutes et je peux dire absolument tout ce que je veux. Donc, au mois d'avril, j'ai parlé du poisson. Et la question que je me suis posée, c'était de savoir si le poisson rendait intelligent. Voilà, donc ça m'a permis, bien sûr, de parler des bienfaits nutritionnels du poisson, mais aussi de répondre à cette question. Et voilà, si vous voulez savoir, il faudra écouter le podcast de l'émission. J'allais te demander justement, est-ce qu'en avant-première, juste pour les auditeurs et auditrices du podcast, tu pourrais nous dire si le poisson rend intelligent? Bon, alors, pas vraiment. En fait, le poisson développe le support sur lequel repose notre intelligence. Donc, d'une certaine manière, il contribue à notre intelligence, mais malheureusement, c'est comme, on va dire que c'est une sorte de bibliothèque, et après, c'est à toi de mettre les livres dedans. Voilà. Ça ne nous apporte pas des neurones supplémentaires. Alors si, ça les développe et Ça les développe. ça aide au développement des neurones et ça aide à la communication entre les neurones. Donc oui, d'une certaine manière, c'est le support de notre intelligence. Mais non, ça ne nous fait pas savoir comment on peut résoudre le problème de Pythagore d'une autre manière. Donc voilà, et puis et donc voilà, et le mois prochain, justement, je parlerai de grossophobie. C'est d'ailleurs la semaine prochaine que j'aurai mon émission. Et voilà, en fait, justement, dans ce podcast de Piquante, j'ai entendu Marianne James qui expliquait des choses au sujet de la grossophobie et de l'IMC. Et voilà, j'avais envie d'utiliser son sujet comme support de ma prochaine émission pour expliquer justement que l'IMC,
c'est juste un calcul et que voilà, ça ne fait pas de nous une bonne ou une mauvaise personne. Super. Eh bien, merci beaucoup, Séverine, pour pour notre échange très instructif et passionnant autour de l'alimentation et surtout de la femme. Alors, est-ce que tu aurais une question, toi, que tu aimerais poser à nos auditrices qui nous écoutent aujourd'hui? Oui, j'aimerais savoir, ou alors qu'elle se pose la question, puisque malheureusement, je n'aurai pas la réponse. Qu'est-ce qu'une bonne alimentation pourrait leur apporter, mais qui ne soit pas une perte de poids? Qu'est-ce que ça va vous apporter comme chose positive dans votre vie, mais qui n'ait aucune relation avec le poids? Intéressant. Donc la question, ce n'est pas qu'est-ce que pour vous l'alimentation saine, mais qu'est-ce que pour vous l'alimentation peut vous apporter dans votre vie, en fait. C'est ça, mais qui n'a aucune relation avec le poids. Eh bien, n'hésitez pas à répondre à cette question, déjà pour vous. Et puis, vous pouvez nous partager la réponse. Vous pouvez m'envoyer un email ou sur Instagram ou en commentaire de cet épisode. Et puis, je le relayerai avec plaisir à Séverine. À moins que, Séverine, tu aies peut-être un contact à nous partager? Alors, j'ai un site internet, j'ai ma page Facebook, donc c'est Séverine Durin, diététicienne, donc ma page Facebook, le site internet aussi, Séverine Durin, diététicienne. Voilà, sinon, sur Facebook, en message privé, il n'y a pas de souci. Vous pouvez m'envoyer un email aussi, vous trouverez toutes mes coordonnées sur mon site internet. Mais toi, Alexandra, qu'est-ce que l'alimentation peut t'apporter de positif et qui n'a rien à voir avec le poids? Le plaisir déjà, gustatif. J'aime beaucoup l'alimentation, bien que j'ai eu des relations plutôt malsaines avec mon assiette, pour le coup, contrairement à toi. J'ai pas mal vécu dans une ambiance de régime ou de grossophobie aussi. Puis après de maigrophobie. Donc voilà, l'alimentation pour moi était vraiment très axée apparence et poids. À présent, c'est vraiment pour moi, c'est manger, c'est le plaisir, c'est l'énergie aussi pour faire d'autres choses dans ma vie, pour accomplir des choses et entreprendre dans ma vie. Super. Voilà, c'est un peu mon carburant écologique. Si je prends les aliments qui sont cultivés aussi en tout respect, avec tout le respect qu'on peut apporter à notre écosystème. Oui, c'est ça que je vois dans la diététique, c'est au-delà de la composition de l'assiette, c'est le respect de soi dans la façon de présenter ce qu'on a dans son assiette, de le cuisiner, de récupérer, on va dire, l'amour que le jardinier a mis dans sa carotte, de pouvoir partager ça, de le sentir, de le goûter. Merci Séverine. Merci beaucoup, Alexandra. Je te souhaite une très très belle continuation pour continuer aussi à prôner ce beau message. De belles chroniques également sur diète éthique. Et puis, merci. Peut-être à très bientôt. À très bientôt, j'espère aussi. Si tu entends ces quelques mots, c'est que tu es resté jusqu'au bout de cet épisode. Et pour ça, je t'en remercie. Retrouve tous les éléments mentionnés dans son article disponible sur mon site internet hygiènedevie.fr avec le chiffre 2 dans la section blog et podcast. Sache que tu peux aussi me retrouver lors d'accompagnements individuels naturaux pour travailler en profondeur sur ton hygiène de vie, mais aussi sur ta santé féminine, cycle naturel, arrêt de la contraception, volonté de grossesse ou encore troubles du cycle. Un programme 100% audio à suivre en toute autonomie est aussi disponible pour t'aider à arrêter la pilule contraceptive en toute sérénité et ainsi t'aider à te réconcilier à ton cycle naturel. Enfin, je t'ai concocté une belle petite boutique naturo hygiène de vie avec des e-books et mini-guides, un livre papier auto-édité Plus jamais malade ou encore une carte cadeau pour offrir un peu plus de santé au naturel à l'un de tes proches. Tous les liens sont en description de cet épisode.
Et pour terminer, n'oublie pas de partager cet épisode le plus largement possible et à me laisser ton commentaire et une note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Si tu ne le peux pas, envoie-moi juste un petit mail qui me fera chaud au cœur. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao!